sommes de retour dans cette édition du 29 octobre 2024 de votre quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité et de ses conséquences et implications sur les marchés financiers. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page géopolitique avec notre invité, monsieur Henri Malos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur Malos, d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien président du Comité économique et social européen et désormais président honoraire du conseil consultatif du think tank Vocal Europe. Avec vous, on va revenir sur le sommet de Kazan qui s'est déroulé donc à Kazan, en Russie, du 24 au 27 octobre dernier. Monsieur Malos, est-ce que ce sommet avait pour ambition de montrer que monsieur Poutine n'est pas isolé ou bien de confirmer que le processus de multipolarisation du monde est en cours? Écoutez, les deux. D'abord, il est évident que la Russie n'est pas isolée. C'est l'échec de la stratégie américaine que les Européens ont suivi, un peu aveuglément à mes yeux. Il y avait 37 chefs d'État ou représentants de gouvernement présents à Kazan. Et il y en a d'autres encore sur une liste d'attente. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui sont isolés, ce sont les Occidentaux. Les 37 pays qui étaient réunis à Kazan représentent plus de 40% du PIB mondial, soit plus que le G7 américain, européen, Australie, Canada, etc. Monsieur Malos, vous parlez d'échec de la stratégie américaine. Est-ce que les États-Unis, selon vous, sont inquiets de cette expansion? Je ne sais pas qui, quand on parle des États-Unis, car si vous écoutez Donald Trump, vous verrez que lui n'est pas du tout inquiet, car en fait, la stratégie des BRICS, elle est un peu celle de Trump. C'est-à-dire, Trump, lui, il veut un monde multipolaire, il veut que les États-Unis se recentrent sur leurs propres intérêts. Vous savez que les républicains sont en général plutôt isolationnistes, et de moins intervenir dans les affaires du monde et de passer des accords avec un petit peu tout le monde. C'est ça la stratégie multilatérale des BRICS. Je pense qu'on assiste à un tournant, effectivement, dans la géopolitique, la fin vraisemblable de l'hégémonie américaine par le développement des BRICS et peut-être avec l'élection de Donald Trump. On va revenir un instant sur la stratégie des BRICS. Est-ce que, selon vous, ils sont plutôt en recherche d'alternatives ou de remplacement? D'alternatives. Car en fait, d'ailleurs, ça a été dit par la plupart des dirigeants au sommet de Kazan. Je pense notamment au Premier ministre indien Narendra Modi. Il ne s'agit pas de créer, de développer une alliance anti-américaine. Il s'agit de développer des liens multilatéraux entre des puissances d'égal à égal, quelle que soit d'ailleurs leur taille, et qui respectent surtout un principe qui est le principe fondamental des BRICS, la non-ingérence dans les affaires des autres. C'est un peu ça le travers du Parti démocrate et des années Biden et de certains développements par les néoconservateurs américains, c'est de vouloir dicter la façon dont il faut gouverner les pays au monde entier. Or, les BRICS, c'est l'inverse, le respect des souverainetés nationales. Le respect des souverainetés nationales. Alors, on sait on en connaît un peu concernant, je dirais, la philosophie des BRICS. On sait que ça va du rejet des sanctions occidentales à la remise en cause de l'hégémonie du dollar. Est-ce que l'on sait aujourd'hui concrètement quel monde souhaitent construire les BRICS? Je pense que l'idée des BRICS, c'est que, si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu toute une période, on a eu la période de la guerre froide, les deux blocs qui s'affrontaient, et puis quand le bloc soviétique communiste s'est effondré, on a eu 20-30 ans d'hégémonie américaine. Le monde était conduit par le G7, G8 même, puisque la Russie en a fait partie un moment, et le dollar est devenu le maître du monde. Maintenant, les choses sont plus complexes et il y a des puissances émergentes, c'est ça les BRICS, la Chine notamment, le Brésil, l'Inde, qui peu à peu montent, on voit dans leur part de PIB monte, et ils veulent un monde beaucoup plus multipolaire. Et je crois, moi, que c'est une évolution positive et aussi positive pour l'Europe, car l'Europe a toujours, on l'oublie souvent, mais l'Union européenne a toujours voulu être un partenaire de toutes les économies du monde, bien sûr avec ses valeurs dont nous sommes fiers, mais différemment, avec une position différente des tentations hégémoniques des États-Unis. Donc ça veut dire que selon vous, l'Europe n'aura pas à choisir entre la croissance américaine et la croissance chinoise?
Non, moi, je pense que si l'Europe agit intelligemment, surtout, je dis si bon, les prédictions de victoire de Donald Trump se vérifient, on aura des États-Unis beaucoup plus isolationnistes. Ils vont par exemple demander aux Européens de payer leur propre défense, c'est un des leitmotifs de Trump. Donc l'Europe aura besoin d'avoir des relations multilatérales avec l'ensemble des pays du monde qui ne soient pas uniquement calquées sur, je dirais, le suivisme de l'hégémonie américaine. Vis de l'hégémonie américaine, vous avez abordé très rapidement le cas de la Chine. La Chine, on se pose la question de savoir la Chine, dont l'image est plus qu'écornée dans le monde occidental. Eh bien, est-ce que Pékin utilise les BRICS pour construire un nouvel ordre mondial avec Pékin comme épicentre? Écoutez, oui, c'est certain que la Russie et aussi la Chine utilisent les BRICS pour un peu noyer le poisson sur les dérives autoritaires, dictatoriales en ce qui concerne la Chine. C'est certain. Mais ils ne sont pas seuls. Ils doivent composer avec d'autres visions du monde, celle de l'Afrique du Sud, celle de l'Inde, celle du Brésil, celle de l'Égypte, celle de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, des États qui aussi veulent aussi avoir des relations positives, équilibrées, bénéfiques, fructueuses avec les États-Unis, avec l'Europe. Et donc je crois qu'il faut voir les BRICS comme un moyen d'intégrer l'ensemble de ces pays, de faire évoluer l'ensemble de ces pays vers, je dirais, plus de paix. Je crois que le problème essentiel, y compris pour les marchés, y compris pour ceux qui nous regardent, c'est le risque de guerre, sauf peut-être pour les marchands d'armes, mais le grand danger de notre planète aujourd'hui, c'est le risque d'une troisième guerre mondiale, c'est le risque d'une énorme conflagration qui allait bien entendu détruire, ruiner toutes nos économies. Et face à ça, la démarche des BRICS, une démarche respectueuse des souverainetés, une démarche qui exclut ces sanctions économiques dont on voit que l'Europe est la principale victime, l'Union européenne la principale victime aujourd'hui, le développement des BRICS, moi je le vois de manière positive. Et je pense que donc l'évolution de la politique américaine fera peut-être que les États-Unis la verront peut-être aussi demain de manière positive. Bah écoutez, ça allait être ma prochaine question. Vous y avez parfaitement répondu. Je voulais savoir si effectivement cet élargissement, ces BRICS, cet esprit des BRICS, à l'heure où les tensions géopolitiques se multiplient, on n'en a jamais eu autant selon les différents instituts qui s'occupent de cette question-là. Du coup, ma question était de savoir si cette émergence, eh bien, allait être corrélée à une baisse de ces tensions. Vous nous dites que oui, puisque finalement, ça va amener un monde plus équilibré, un monde plus apaisé. Par la force des choses. Dernière question, Monsieur Malos. Vous avez parlé de l'Union européenne. Vous dites que comment ça se fait que l'Union européenne n'ait pas vu venir cette émergence? Est-ce que c'est juste par son côté un peu hautain et auquel cas, quels sont les grands défis auxquels l'Union européenne doit se préparer face à cet élargissement? Écoutez, je crois que l'Union européenne a une chance. L'Union européenne, il ne faut pas oublier, a été conçue, voulue par les pères fondateurs après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr comme un allié des États-Unis, mais comme un ensemble souverain, indépendant, menant sa propre politique pour ses propres intérêts et assurant avec fierté pour son modèle et pour ses valeurs. Donc nous avons, par exemple, développé l'euro. Pourquoi développer l'euro au début des années 90 et qui s'est mis en place dans les années 2000? C'était aussi pour avoir notre propre monnaie, pour... je dirais, ne pas accepter l'hégémonie du dollar. C'était ça les fondamentaux de la monnaie unique. On l'oublie aujourd'hui. Donc ça, le souci des BRICS de faire valoir leur monnaie nationale comme monnaie d'échange et pas uniquement d'accepter l'hégémonie du dollar, elle rencontre parfaitement les objectifs qu'on a eu fixés à l'origine avec la mise en place de la monnaie unique. Moi, je pense que l'Union européenne, qui est un modèle de coexistence unique entre des pays qui se sont querellés, qui ont guerroyé entre eux pendant des siècles, a tout intérêt à ce que nous entrions dans un monde multipolaire apaisé, dans lequel il y aura le principe de respect des souverainetés, de non-ingérence dans les affaires des autres. On a vu les échecs des interventions américaines en Afghanistan, les milliards de dollars perdus, les dizaines, centaines de milliers de vies perdues. Même chose pour l'Irak. Même chose pour la Libye. On voit aujourd'hui la situation au Moyen-Orient, cette guerre atroce et inutile entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'il faut aller, et c'est l'intérêt
de nos économies, de nos entreprises, et surtout les petites et moyennes, d'aller vers un monde plus apaisé. Et les BRICS peuvent représenter cette évolution. Et c'est aussi l'intérêt de l'Union européenne qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, est la partie du monde la plus affectée par ces crises, la plus affectée par les sanctions, la plus déprimée économiquement. Si vous regardez les taux de croissance les plus faibles aujourd'hui dans le monde, ce sont ceux de l'Union européenne. Et donc nous avons tout d'intérêt à cette évolution vers un apaisement des tensions. Et je crois que c'est l'intérêt à la fois des citoyens, mais aussi des entreprises. Bah écoutez, merci beaucoup Malos pour Monsieur Malos, excusez-moi Henri. Henri Malos, merci beaucoup pour ce message teinté d'optimisme, hein, parce que vous savez, en France, beaucoup se posent déjà la question de la pertinence de l'Union européenne. Désormais, maintenant, on se pose la question de cette crainte face à cet élargissement des BRICS. Est-ce qu'il ne se fait pas trop vite et vous nous délivrez un message extrêmement positif, extrêmement serein. Vous nous dites un message d'apaisement et je vous en remercie beaucoup. Monsieur Malos, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez effleuré le sujet monétaire concernant ces BRICS, cet élargissement des BRICS. Ce serait très intéressant pour nous de vous retrouver très prochainement pour aborder plus en profondeur cette question de la monnaie des BRICS. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Malos. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je vous souhaite une excellente journée. Nous, écoutez, on s'approche de la fin de cette édition du 29 octobre. On va marquer une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.